Je commence déjà, effectivement, à remercier Nicolas Beru et la Métropole pour cette invitation, et également Cap Droit, pour toute l'équipe Cap Droit, Benoît Héroux plus particulièrement, pour cette invitation également, et plus largement pour à la fois la participation de Cap Droit au livre que je vais présenter, et aussi pour la force inspiratrice de la démarche. Puisque donc effectivement je vais vous parler de la participation, mais sous l'angle de la recherche, en s'interrogeant au travers en se demandant pourquoi faire des recherches participatives, puisque finalement la participation, que ce soit en recherche ou ailleurs, elle porte des finalités qui sont similaires. D'ailleurs, on peut peut-être passer la première slide, parce que je suis déjà... Ouais, merci. Elles visent des finalités sociales et politiques. Pourquoi on fait de la participation, que ce soit donc en recherche, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans les services de santé, les services sanitaires. En général, c'est pour viser du changement. Viser des changements sociaux, faire progresser les droits humains, pour porter des causes, lutter contre des inégalités, faire avancer des changements, des causes. Donc je vais finalement essayer de vous rendre compte de réflexions sur ce que peut viser la participation, au travers de l'exemple de la recherche, en espérant tout au moins que cette réflexion sur les recherches participatives, elle puisse permettre de penser aussi plus largement, finalement, qu'est-ce qu'on cherche avec la participation, et de quelle manière elle peut se faire, elle peut se réaliser, cette participation, et quelles différentes finalités, objectifs on peut viser. Alors, c'est une présentation assez magistrale, puisque je suis là devant vous, mais c'est une présentation qui rend aussi compte d'une démarche collective, et plusieurs personnes physiques, mais aussi représentantes de collectifs qui sont aujourd'hui dans cette salle, ont participé à cette démarche. Évidemment, Cap Droit, mais d'autres aussi, donc je les citerai aussi au fur et à mesure, et c'est également pour inviter à ce que cette présentation, elle puisse aussi faire l'objet de compléments, de réactions, avec vous aussi qui êtes impliqués dans cette aventure. Alors peut-être juste pour un petit mot sur qu'est-ce que c'est. Je vais parler de la participation dans le domaine de la recherche, et plus particulièrement de la recherche en intervention dans le champ du travail social, de l'intervention sociale. D'abord, peut-être préciser en quelques mots de quoi est-ce qu'on parle. Ce sont donc ces recherches où les sociologues ou politistes, ou en tout cas les universitaires, des chercheurs qui sont professionnels de ce métier, s'allient à d'autres catégories de personnes qui sont directement concernées par les sujets étudiés, pour mener l'enquête, donc pour réaliser des études, pour mener des réflexions et produire de la connaissance sur ces sujets. Donc ce peut être des professionnels de l'action sociale, des travailleurs sociaux, travailleuses sociales, des intervenants sociaux, mais aussi, et c'est là vraiment le cœur du sujet duquel je souhaite parler, mais aussi donc les citoyennes, citoyens, usagères, usagers, quelles que soient personnes directement concernées, dans quels que soient les termes qu'on retient. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans mon intervention, et puis dans ce livre dont je vais parler, l'idée, c'était vraiment de s'intéresser à cette participation, pas uniquement avec des professionnels et des chercheurs, qui a peut-être été encore plus étudié, en tout cas en sociologie, mais vraiment de mettre l'accent sur la participation des usagers, des usagères et des citoyennes.
Dans l'histoire, je vais peut-être passer la slide suivante. Voilà, bon, dans l'histoire, il y a plusieurs grandes... Cette question de la participation en recherche, elle vient majoritairement des années 60 et 70 dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Et c'est donc un peu ces réflexions-là dont je vais vous rendre compte. Mais avant, je vais dire quelques mots du livre lui-même, dont je parle plus particulièrement. Là, c'est un petit peu, peut-être pas très très visible, mais c'était pour citer toutes les autrices et les auteurs, puisque c'est donc, comme je le disais, un ouvrage collectif avec 12 chapitres, 24 autrices et auteurs, donc des articles, des chapitres écrits à plusieurs mains. Et quelques mots finalement, comment est née cette aventure collective et pourquoi faire ce livre. C'est parti aussi je sais pas, je crois pas que je me suis présentée, mais je suis sociologue et je travaille dans une école de travail social dans les Yvelines, en Île-de-France, qui s'appelle Buc Ressources. Et voilà, je suis aussi chercheuse dans un laboratoire sur l'intervention sociale. Mais en tout cas, quand je me suis professionnalisée comme sociologue dans les écoles de travail social, j'ai trouvé tout de suite un milieu où la recherche participative était présente. Beaucoup plus, j'en avais jamais entendu parler à l'université pendant ma thèse, mais en arrivant dans les écoles de travail social, je trouvais qu'il y avait toute une tradition de recherche-action, où les chercheurs et les intervenants sociaux s'allient pour non seulement produire des connaissances, mais aussi essayer de contribuer à changer les choses d'une manière que tout le monde pense positif. Et donc c'était plutôt j'avais l'envie de m'engager dans des recherches-actions, des recherches participatives, ce que j'ai eu l'occasion de faire avec Médecins du Monde et plus particulièrement la mission Squat à Paris, qui intervient dans les squats à Paris en Île-de-France, et l'Intersquat qui est un collectif d'équipes de personnes qui qui ouvrent et habitent en squat à Paris et en Île-de-France. Et finalement, c'est un petit peu le point de départ de se dire... j'ai beaucoup lu, je n'ai pas fini de me former parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, mais finalement j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de conseils assez vagues sur les recherches participatives. Il faut effectivement donc partager les analyses, faire vivre le débat, mais comment ? Et le point de départ de ce livre, c'est aussi de se dire finalement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme méthode, comme technique, comment ça se passe concrètement au-delà des grands principes, parce que les grands principes éthiques sont intéressants, mais en pratique, c'est plus difficile à faire vivre. Et aussi, cette première expérience, elle a eu aussi des volets critiques. On a pu avoir... Nous, en tant que chercheurs, moi-même, à la fois, ça a été une belle aventure collective avec Médecins du Monde et l'Intersquat, et puis en même temps, il y a pu aussi avoir des critiques sur ce qu'on a pu faire après de cette recherche. Nous, un livre, des articles, et voilà, donc, cette recherche a peut-être moins servi aux intervenants et aux collectifs de squatteurs, alors que c'était son intention de départ. Et tout ça, a été un peu a motivé en tout cas l'envie de réunir aussi différentes personnes et collectifs impliqués dans des recherches participatives pour discuter de les méthodologies dans les différents domaines, que ce soit dans la sociologie de l'enfance, où il y a aussi beaucoup de recherches participatives, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, dans le domaine des mouvements militants liés donc au handicap et les mouvements de recherche, pour essayer de réfléchir finalement à ces recherches participatives, ces différentes manières de les faire et ces différents objectifs. Alors, je vais, après vous avoir présenté un peu cette
ce projet et ses participants. Vous présentez finalement la réflexion que je propose en introduction et qui s'appuie et qui est nourrie évidemment de toutes les contributions et qui est en dialogue avec ces contributions. Je vais vous proposer finalement, j'ai proposé de structurer en trois grandes traditions de recherche participative qui à chaque fois pensent différemment les manières de l'organiser et les objectifs sociaux et politiques qu'elle vise. Donc, je vais essayer de vous présenter simplement un peu ces trois grandes traditions, en espérant qu'elles soient aussi matière à réflexion et qu'on puisse aussi débattre à partir de ça, aussi peut-être permettre d'alimenter un peu la réflexion sur les expériences actuelles ou donner une perspective sur différentes recherches participatives dans lesquelles on est impliqué et qui sont présentes dans le livre. Je regarde juste un petit peu le temps. Alors, la première de ces traditions, c'est la tradition démocratique. Alors, peut-être qu'on peut effectivement passer la slide suivante. Je ne sais pas si c'est lisible ou pas. Si ce n'est pas lisible, si ce n'est pas du tout lisible, on peut mettre une autre slide dans ce cas-là en avançant, parce que j'avais un peu peur que le tableau de loin. Voilà, dans ce cas-là, on va rester là-dessus, ce sera mieux. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les recherches participatives, elles se sont développées dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Beaucoup durant les années 60 et 70, qui est, comme vous le savez, une période où il y a eu de fortes mobilisations et mouvements sociaux. En même temps, il y a eu aussi des manières de penser ces mouvements sociaux et de penser ces recherches très différentes. Alors la première tradition dont je vais parler, c'est la tradition donc démocratique et délibérative, avec finalement un grand inspirateur qui est John Dewey et qui est un penseur de la démocratie et un penseur américain, un philosophe, et son grand apport, on va dire, qui a beaucoup influencé des chercheurs, des chercheuses, des chercheurs, c'est effectivement de considérer que dans une démocratie, toutes les citoyennes et tous les citoyens sont capables de mener l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par mener l'enquête ? Il veut dire quelque chose de plus large que ce qu'on entend dans la recherche, mais c'est-à-dire d'identifier les problèmes existants et de chercher des solutions à ces problèmes. C'est-à-dire qu'il critique en fait une politique qui est que le fait des experts. Il milite en quelque sorte pour que cette expertise elle soit vraiment partagée par toutes les citoyennes et les citoyens. Et donc, il met en valeur vraiment la capacité de toutes les personnes à participer au débat public. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver comme vraiment une inspiration dans les recherches participatives, au travers de plusieurs méthodes. Alors, je vais pas, je vais pas forcément toutes les citer parce que ce serait un petit peu fastidieux, mais toutes ces méthodes où justement on va retrouver des recherches participatives où on réunit les différentes personnes impliquées impliquées par le problème qu'on étudie. Alors, évidemment, je pense que l'expérience, l'expérience Cap Droit, elle est complètement représentative de cette tradition, même si elle ne se situe pas là dans le livre, mais j'en reparlerai aussi tout à l'heure, parce qu'on voit bien cette intention et cette réalisation de réunir des personnes qui connaissent des situations de vulnérabilité, mais aussi des travailleurs sociaux, des professionnels, des chercheurs, et de croiser ces différentes expertises, ces différents points de vue, pour effectivement produire des connaissances et aussi essayer effectivement de viser des changements. Une spécificité dans cette tradition-là,
je dirais aussi que le changement, il est, on va dire, plus réformiste que révolutionnaire. Voilà, dans le sens où, justement, on va tenter de faire progresser les choses par le débat et en associant les différentes personnes concernées. Alors, j'ai parlé... je suis un petit peu perdue dans mes papiers, mais j'ai parlé effectivement de la démarche Cap Droit, donc, qui participe aussi à ce livre. Je peux citer aussi le collectif Soif de connaissance dont Louis a parlé tout à l'heure. Et effectivement, où là aussi on voit une expérience de formation qui est co-construite et qui est co-réalisée par des personnes concernées par le sujet de la formation, par exemple la précarité, mais aussi des formateurs, des chercheurs et des professionnels qui travaillent aux côtés de ces personnes en situation de précarité. Donc dans toutes ces situations, voilà, on voit l'organisation d'un débat en fait entre les différentes personnes concernées par que ce soit la précarité, le handicap, la vulnérabilité, avec évidemment au premier rang d'entre elles les personnes elles-mêmes. Donc la deuxième tradition, merci, c'est une tradition de recherche avec les mouvements sociaux. C'est-à-dire voilà, des alliances entre la recherche et des collectifs, des associations qui se mobilisent pour soutenir des causes. Alors là, un grand inspirateur de cette démarche, c'est un courant sociologique qui s'appelle l'intervention sociologique, autour notamment d'un chercheur qui s'appelle Alain Touraine. Et qui a vraiment lui aussi beaucoup inspiré d'autres courants militants et de recherche et militants, notamment les Disability Studies, les études sur le handicap, dont je reparlerai un petit peu après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une autre perspective, et là on est aussi dans des formes d'alliance entre citoyens et chercheurs, mais on est plus dans l'idée de soutenir du conflit, dans l'idée que, alors c'est pas non plus absent de la démocratie, le conflit, et effectivement quand on a vu rassembler tout le monde autour d'une table, c'est aussi justement pour avoir des points de vue pluriels et donc du débat. Mais dans cette deuxième tradition, on souhaite vraiment aider des mouvements sociaux, que chercheurs et mouvements sociaux s'allient pour que les mouvements sociaux soient plus forts et que la conflictualité sociale, le conflit social soit plus fort. Avec l'idée que ce sont les mouvements sociaux qui font avancer des causes. On parlait là tout à l'heure, voilà, la cause de l'autonomie de vie, la cause de la lutte contre la contention, la contrainte. Et on voit à quel point, effectivement, ces sujets-là avancent grâce à des mobilisations, grâce à des associations, des mouvements, des mobilisations citoyennes. Donc, dans cette tradition de recherche, on a effectivement l'idée d'une alliance entre chercheurs et mouvements sociaux, où les chercheurs sont aussi des tiers extérieurs, vont être considérés comme des tiers extérieurs. Ils ne sont pas forcément eux-mêmes participants à la lutte, mais ils vont justement dialoguer avec les militants pour justement produire des connaissances qui soient utiles au renforcement du mouvement. Alors dans le livre, il y a plusieurs expériences dont on rend compte et qui, à mon avis, se classent, on va dire, plutôt dans cette tradition. Là, on peut encore parler de Cap Droit parce que, il y a cette idée aussi de faire du plaidoyer. Donc, il y a un mode d'action qui ressemble, qui est proche de celui du mouvement social. Il y a aussi une recherche menée par Advocacy France sur justement la question du plaidoyer, la manière dont une recherche a été menée pour renforcer la prise de parole publique des personnes en situation de handicap psychique, la prise de parole politique. Et puis, il y a aussi une recherche qui me semble bien rentrer dans cette catégorie-là, qui est celle menée avec Médecins du Monde,
sur une mission d'éducation aux risques liés à l'injection de drogue. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette idée que les associations vont aussi aiguillonner les pouvoirs publics. Enfin, quand on dit qu'on porte une cause, c'est aussi cette capacité des mouvements militants à porter des sujets dont on estime qu'ils ne sont pas assez pris en compte dans l'action publique. Et là, quand Médecins du Monde fait une action de réduction des risques liés à l'injection, c'est qu'il estime qu'aujourd'hui, la santé publique ne traite que par la répression ces questions d'usage de drogue, alors que c'est un vrai sujet sur lesquels, d'ailleurs, les personnes usagères de drogue ont de l'expertise, avec lesquelles on peut travailler et sur lesquelles on peut effectivement mettre en place des actions. Dernière tradition que je voulais vous présenter, l'approche émancipatrice. Alors là, c'est d'autres, d'autres inspirations. Il y en a plusieurs. Je dirais notamment les approches, les théories féministes sont aussi de grandes inspiratrices pour les recherches participatives et elles ont amené finalement cette idée de ce qu'elles ont appelé une épistémologie du positionnement ou du point de vue. Pour le dire plus simplement, la question que pose notamment Sandra Harding, c'est à qui appartient le savoir, à qui appartient la connaissance. Et elles ont eu une grande influence sur la pensée en disant effectivement que finalement, le principal des connaissances produites sont produites par des catégories dominantes. En l'occurrence, puisqu'on est dans la pensée féministe, les hommes. Et finalement, elles ont milité pour que le savoir soit produit par les personnes qui sont elles-mêmes dans des situations de domination, d'oppression ou de marginalité. D'où cette question du point de vue, du positionnement. Et voilà, donc ça c'est vraiment un grand apport finalement des théories féministes. C'est cette idée effectivement que là finalement il n'y a plus vraiment cette idée d'alliance entre chercheurs et groupes qui subissent des inégalités ou des oppressions, mais plutôt l'idée que ce sont les personnes elles-mêmes qui subissent des oppressions, des inégalités, qui doivent produire elles-mêmes des connaissances. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans les approches des Disability Studies, courant militant et de recherche sur le handicap, où on retrouve cette idée effectivement, soit que ce soit les personnes elles-mêmes qui produisent des connaissances, ou en tout cas que les chercheurs finalement se mettent au service des objectifs des personnes elles-mêmes. Il y a une autre inspiration de cette approche émancipatrice, c'est l'idée justement que la recherche puisse favoriser un processus de conscientisation, c'est-à-dire de prise de conscience. Là aussi, on le retrouve aussi avec les féministes, et c'est ces fameux débats contemporains sur les groupes de pairs, la mixité ou la non-mixité. On voit les débats qu'il y a eu dernièrement dans l'espace médiatique et politique où le fait qu'il y ait des groupes de pairs où les personnes se réunissent entre elles parce qu'elles partagent une condition ou une situation commune. Ça a été effectivement apporté notamment par les féministes dans cette idée que c'est aussi le débat entre soi dans un espace où il n'y a pas justement d'autres paroles qui peut prendre le pas, qui peut permettre d'identifier des oppressions, des difficultés. Donc là, on voit finalement un positionnement qui est assez différent de ce que je disais précédemment, où on pense qu'en fait, il est nécessaire que les personnes, au moins à des moments, concernées par des problématiques, que ce soit le handicap, la vulnérabilité, etc., elles aient ces espaces où elles puissent elles-mêmes débattre entre elles. Alors, dans le livre, il y a quelques expériences qu'on peut... alors, la question de l'émancipation, c'est-à-dire finalement de libérer, de parvenir à une situation
où la situation d'oppression n'existe plus, c'est quand même un objectif qui anime toutes les expériences de recherche participative. Mais c'est vrai qu'on retrouve plutôt ces principes-là dans certaines expériences qui sont présentes dans le livre. Je pense notamment à l'expérience dont parle Céline Le Tailleur sur la formation, une formation au rétablissement en santé mentale, qui interroge justement le fait que ce soit une formation, l'intention était que ce soit une formation dont le contenu était pensé par les personnes en situation de handicap, de handicap psychique ou de vulnérabilité psychique elles-mêmes. Alors elle en fait une analyse d'ailleurs un peu critique, les objectifs n'ont pas toujours été maintenus. Mais en tout cas, on retrouve cette idée-là de la production d'un savoir par les personnes elles-mêmes. D'ailleurs, oui, je peux aussi dire que tout ça, ce sont aussi des grands objectifs et que dans les expériences concrètes, et c'est aussi ce qui est intéressant, on peut aussi parler des obstacles qui sont rencontrés, des difficultés, et que ce sont effectivement des expériences qui sont réussies par certains points de vue, mais qui rencontrent aussi des difficultés et des obstacles. Donc je vois que j'ai un peu dépassé, donc je vais m'acheminer vers la fin de l'intervention. Donc ce que je voudrais remettre l'accent effectivement sur le fait, pour revenir à la question initiale, qui était de dire pourquoi la participation, que ce soit en recherche ou ailleurs, comme dans cette expérience scientifique et citoyenne de Cap Droit. Ce qu'on voit, c'est que est toujours arrimé à la perspective est toujours lié à la perspective de la participation, la perspective du changement. Si on organise de la participation, c'est pour viser l'avancée, mettre en lumière des problèmes ignorés, faire avancer des causes, etc. Et finalement, on a un petit peu parlé de savoir expérientiel ce matin. Et il y a un pari finalement aussi en tout cas pour ce qui concerne la recherche, c'est que organiser la participation entre des profils différents, bien justement, va permettre de prendre en compte des points de vue qui sont souvent ignorés ou qui sont marginalisés, et va permettre finalement de renouveler les points de vue. J'ai pas et on peut finalement... il y a deux aspects, finalement, aussi à cette question de renouveler les prises de parole et les points de vue. D'une part, c'est la force de la parole directe, de l'interpellation, dont on a parlé ce matin, mais c'est aussi une hypothèse, en tout cas, que ça va permettre de produire aussi des connaissances nouvelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir renouveler les représentations sociales, renouveler les savoirs. Et là aussi, les féministes disaient atteindre une nouvelle objectivité, une objectivité plus forte. Parce que parfois, il peut être reproché aussi au mouvement militant de dire c'est pas de la recherche, c'est du militantisme. Mais en fait, on peut aussi penser qu'au contraire, partir de points de vue croisés, c'est avoir une meilleure objectivité, une meilleure compréhension des problématiques et des situations de vulnérabilité ou autres. Alors pour finir, effectivement, juste une chose sur les savoirs expérientiels. Finalement, on voit dans ces différentes expériences ce que je voulais aussi montrer, c'est que ils n'ont pas toujours cette question de la collaboration, elle prend pas toujours les mêmes formes. Les alliances peuvent être différentes et les savoirs expérientiels, ils peuvent intervenir à différents moments du débat et de la réflexion et de l'expérience participative. Donc pour finir, je voulais juste proposer quelques questions. Qui peuvent être des questions qu'on peut se poser à la lumière finalement de toutes ces traditions qui se sont posées la question des recherches participatives. Quelques questions qu'on peut se poser pour essayer de comprendre les objectifs finalement. Qu'est-ce qu'on poursuit ? Donc, qui contrôle la recherche ? Ça, c'est la fameuse question, je l'emprunte aux chercheurs des Disability Studies.
Qui contrôle la recherche? Voilà. Est-ce que c'est un contrôle partagé? Est-ce que c'est un contrôle par les chercheurs? Est-ce que c'est un contrôle par les personnes en situation de handicap ou de pauvreté qui sont le sujet sur lequel porte la recherche? Qui participe? Ça paraît peut-être un peu simple de le dire, mais c'est pas pareil si ce sont des militants qui sont formés à la prise de parole, ou alors si ce sont des personnes voilà, qui n'ont pas jamais participé à des mouvements militants ou des recherches. Quelle forme d'alliance et de protection des personnes? Alors j'ai oublié effectivement de citer une des expériences et qui est importante dans le champ de la recherche participative, c'est ATD Quart Monde, qui a aussi contribué au livre et qui va défendre par exemple l'idée, dans la lignée des féministes notamment, qu'il est important que les personnes en situation de vulnérabilité, de handicap ou en l'occurrence de pauvreté pour ATD Quart Monde aient leurs propres espaces en dehors des chercheurs pour développer leurs pensées. Alors que dans d'autres expériences, on va considérer d'emblée que les personnes sont capables de participer au débat public, plutôt dans la tradition de Dewey dont je parlais, et on va tout de suite se mettre autour de la table. Voilà, donc ça peut être aussi des choses à penser. Est-ce qu'on organise des moments entre pairs ou est-ce qu'on est tout de suite dans le débat? Donc mixité ou non mixité. Après, il y a un sujet qui revient souvent, c'est celui de la formation à la recherche. De quelle manière elle se réalise? Est-ce qu'il y a une formation à la recherche ou est-ce qu'on apprend tous ensemble au fur et à mesure de la démarche? La question des statuts et des rémunérations, parce que aussi ce que postule la recherche participative, c'est le fait de changer comment on fait de la recherche qui va permettre de produire d'autres connaissances. Mais changer comment on fait de la recherche, c'est aussi essayer d'atteindre à des formes d'égalité entre les uns et les autres. Et ça passe aussi par les rémunérations, les statuts. Est-ce que tout le monde est rémunéré et dans quelle situation d'égalité ou d'inégalité? Voilà. Et puis enfin, donc la question de l'accessibilité de la recherche, quelle accessibilité. Et enfin, je dirais quelle diffusion, quelle action institutionnelle, scientifique et politique. Et là, on est dans une situation où la démarche Cap Droit, justement, a donné lieu à se livrer, donc est portée dans des arènes politiques et cherche à peser sur le débat public. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est aussi de se poser cette question. On cherche à produire des connaissances, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Quels sont les types d'actions qu'on peut poursuivre voilà, que ce soit dans les sphères professionnelles, scientifiques ou politiques. Et là aussi, dans le livre, on voit toute une diversité de démarches, depuis voilà, le plaidoyer, le livret, mais aussi des associations qui ont pu être créées par des participants à la recherche, et de la formation avec soif de connaissances et encore bien d'autres exemples. Je vous remercie.